Je vous remercie tous pour votre présence. Mon nom est Nursel Lumus-Boga, je suis de l'assistance technique du COLID. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui une téléconférence technique sur la gestion de la mouche blanche pour l'exportation vers l'Union européenne. Cette téléconférence est organisée dans le cadre des projets Fit for Market Plus et Agri-Info que le COLID met en œuvre. L'agenda de cette réunion est le suivant. Donc, on va d'abord évoquer les réglementations SPS européennes, les interceptions dans l'Union européenne et des implications pour le secteur, les outils et soutiens du COLID qui sont une part importante de la présentation, avec aussi de manière très illustrative le témoignage du Togo qui a pu diminuer le nombre d'interceptions dues à la mouche blanche. Ensuite, on vous présentera d'autres outils et on terminera par une séance de questions-réponses. Vous pouvez, avant la séance de questions-réponses, poser vos questions dans le chat ou dans les questions et réponses. Je vous demanderai pour des questions un peu d'organisation de bien fermer vos micros pendant la présentation et ensuite de l'ouvrir au moment aussi de la séance questions-réponses. Avant de donner la parole à mes collègues qui vont faire la présentation, je voudrais insister sur deux points parce qu'il y avait une petite confusion, je pense, dans les inscriptions. Donc, cette téléconférence est bien sur la mouche blanche, qui est surtout sur les légumes feuilles et pas la mouche des fruits par exemple, qui s'attaque essentiellement aussi à la mangue. Donc, ça, c'est un point. Et l'autre point, donc, il s'agit bien d'une téléconférence technique d'information et pas d'une formation. Donc, si vous avez besoin, au terme de cette présentation, d'autres informations, de compléments, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Marie-Hélène. Merci Marcel. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Marie-Hélène Questement. Je suis lead expert SPS pour le Collet AD. Et je vais vous présenter juste en quelques minutes la relation entre donc, les mouches blanches et la réglementation européenne. Donc, Alice, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, pour simplifier vraiment très, très fort, donc il y a une réglementation qui compte en fait pour tous les exports vers l'Union européenne. C'est la réglementation d'exécution 2019-2072. Et quand on va dans cette réglementation-là, on voit que Bémicia tabaci, la leurraude ou la mouche blanche est considérée comme organisme de quarantaine par l'Union européenne. Et donc, elle est mentionnée dans la liste. Mais donc, cet organisme nuisible est présent en Europe, mais l'Europe, ce qu'elle ne veut pas à sa frontière, c'est avoir des spécimens non européens. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être vecteurs de virus, de maladies qui peuvent avoir vraiment un impact important sur l'environnement, sur les cultures européennes. Donc, je vais vite vous montrer, faire une petite démonstration de comment retrouver cette législation sur Internet. Et comme ça, vous aurez accès absolument à toutes les informations que vous nécessitez pour connaître les exigences. Donc, je vais commencer avec vous comme si on était chez vous. Je vais sur Google. Sur Google, je mets EU et après la législation, vous devez essayer de la noter quelque part. 2019-2072. Elle est disponible en français. Donc, vous cliquez sur le lien correspondant. Et ici, donc, on voit toute la législation qui apparaît. Elle est très, très, très longue, mais avec la possibilité de rechercher dedans, donc avec la touche CTRL et F, vous pouvez faire des recherches sur un nom scientifique et vous retomberez automatiquement sur toutes les exigences qui sont liées soit à une culture, soit à un organisme nuisible. Donc, quelques petits trucs et astuces. Ici, vous voyez qu'il y a un bouton vert, donc ça veut dire que cette législation-là est toujours d'actualité. Quand elle n'est plus d'actualité, elle est rouge. Petit problème. Oui, voilà. Donc, le deuxième point très important que je dois vous dire, c'est que toutes les législations les plus anciennes, donc cet acte en fait a été fait en 2016, en 2019 donc, et l'acte légal est ici en dessous. Sur le côté gauche, donc vous avez toutes les différentes modifications qui ont été faites pour cette législation-là. Donc ici, vous voyez que c'est l'acte légal, mais pour avoir la dernière version, vous devez remonter jusqu'ici et vous voyez qu'en 2023,
Donc, il y a une version consolidée avec toutes les différentes modifications qui ont été reprises dans le document. Donc, il faut cliquer absolument sur celui-là pour être sûr d'avoir la bonne. Et avoir, parce qu'il change régulièrement, par exemple, la liste des organismes nuisibles de l'Union européenne. Et quand vous êtes là, vous faites CTRL F et vous mettez, par exemple, Benicia tabaci. C'est un peu... Mon ordinateur est un peu lent. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Benicia. Non, je me suis trompée. Voilà, ici vous voyez déjà, on retrouve donc cet organisme nuisible comme dans la liste des organismes de quarantaine de l'Union européenne. Si vous cherchez euh, donc, je vais peut-être pas compliquer les choses, mais bon, là, vous voyez qu'elle fait partie de l'organisme de quarantaine, mais vous ne la retrouverez pas, par exemple, pour des fruits et légumes exportés vers l'Union européenne. Donc, c'est juste, c'est très important, parce que si on retrouve cet organisme nuisible là dans vos envois, l'envoi est détruit. En tout cas, vous ne pouvez pas le faire rentrer dans l'Union européenne. Mais donc, c'est un organisme nuisible pour lequel il ne faut pas indiquer de déclaration complémentaire dans le certificat phytosanitaire. Par contre, si vous allez à l'annexe 7 de cette réglementation, donc c'est nettement plus bas, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne vais pas avoir le temps, mais donc là, vous verrez à l'annexe 7 toutes les exigences pour toutes les cultures. Il faut faire assez attention parce que c'est une réglementation assez longue qui contient aussi toutes les informations pour les plantes à planter, les semences et autres. Tous ces matériels-là est nettement plus à risque pour l'Union européenne, donc avec des exigences supplémentaires. Donc, si vous regardez dans la législation, c'est principalement lié à des fruits, si vous exportez des fruits et des légumes. Voilà. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, attends, là, ici. Alice, revenir, si j'arrive à départager. C'est bon. Tu as su départager pour moi? Ah oui, bah, parfait. Merci. Donc, je vous ai remis ici, vous allez recevoir les diapositives après la présentation. Je vous ai remis ici le lien vers Eurolex. Donc, vous retrouvez absolument toute la législation de l'Union européenne, pas uniquement phytosanitaire. Mais donc, si vous allez voir celle la 2019-2072, vous retrouverez toutes ces informations-là. J'ai mis aussi le lien qui est un lien très important parce que la plupart des inspecteurs dans l'Union européenne font référence à cette base de données. Donc, c'est l'EPO Global Database. Dedans, vous pouvez voir par exemple la distribution d'organismes nuisibles. Je vous ai mis aussi, pour rester à jour sur les changements de la réglementation, Agrinfo, mais ça, Alice va en parler un peu plus après. Et également la base de données ePing, c'est un système plutôt de notification quand il y a une notification auprès de l'OMC pour notifier qu'il y a un changement dans une réglementation. Je vous ai mis également le lien qui reprend toutes les communications entre l'Union européenne et les pays non européens, sur tout ce qui est réglementation phytosanitaire. Donc, si par exemple un pays un dossier pour la mangue, ça sera inscrit et les conditions seront inscrites dans ce document-là. Et comme dernier point, je vous ai repris les exigences de United Kingdom, donc le Royaume-Uni, pour les importations des produits végétaux. Voilà, vu que c'est bien sûr comme le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il ne suit plus la même réglementation. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. De toute façon, je suis toujours là à la fin pour les questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Merci. Je laisse la parole maintenant à Alice. Merci Marie-Hélène. Oui, donc voilà, moi je vais vous présenter, vous parler un peu plus des interceptions donc dues à la mouche blanche à l'entrée de l'Union européenne et les implications pour le secteur. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter donc cet outil. C'est un tableau de bord, enfin le tableau de bord que le Colide met à disposition sur notre site web qui permettent de faire le suivi donc des interceptions à partir des rapports que la Commission européenne publie mensuellement sur son site. Donc on fait le suivi seulement pour les fruits et légumes et donc sur toutes les causes des interceptions dues aux organismes nuisibles et aux autres non-conformités qui sont généralement des problèmes administratifs. Donc je vais vous montrer en direct. Ça, comment naviguer sur le tableau de bord. Donc,
sur la première page du tableau de bord, vous trouverez une petite présentation des informations qui contient. Donc, qu'est-ce que sont les interceptions traces et comment ça peut affecter donc une chaîne de valeur et les producteurs et exportateurs. Donc, en l'occurrence, quand un organisme nuisible est identifié sur dans un lot ou dans un conteneur de fruits ou légumes, ça aura un impact direct pour enfin, ce lot-là et ce producteur-là via la destruction, enfin, en tout cas le, le refus de l'accès vers l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'aussi si beaucoup d'interceptions enfin, ont lieu sur des produits en provenance d'un même pays, alors ça peut avoir un impact vraiment plus grand sur toute la filière provenant de ce pays, car l'Union européenne peut alors émettre des restrictions d'exportation et enfin vraiment des interdictions tant que l'organisme nuisible en question reste important. Donc ça, c'est vraiment ce qui est décrit ici. Et puis, comment manipuler les tableaux de bord, mais je vais vous montrer comment faire ça en direct. Donc, pour changer d'onglet, c'est les petites flèches tout en dessous du tableau de bord. Ici, on se retrouve donc sur le suivi des interceptions sur les fruits et légumes à l'entrée de l'Union européenne. Et vous voyez donc, pour retrouver par exemple la slide que je vous montrais au début, donc on peut sélectionner plusieurs années, hop, donc pour avoir un suivi sur les 5 dernières années. Bon, ici on est à une échelle de précision sur les mois, mais on peut remonter juste à l'année. Donc là, c'est vraiment sur toutes les interceptions. Ensuite, on peut sélectionner la mouche blanche, comme c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et vous voyez, on retrouve la slide alors que je présentais initialement, avec cette évolution de la mouche blanche. Donc, pour remettre un peu le contexte de cette présentation, donc on voit bien que ça a été vraiment assez problématique il y a quelques années, en 2020 et en 2021. Heureusement, on voit une belle évolution euh, décroissante, mais on voit quand même que ça reste un problème conséquent. Donc ici, en 2024, on a déjà 32 interceptions. Donc c'est pourquoi aussi c'est important de rappeler quels outils sont à vos dispositions pour la gestion de la mouche blanche. Euh, voilà, donc ça c'est le premier outil que je voulais vous présenter et un peu pour remettre donc ce contexte de la mouche blanche. Donc à présent, je vais vous présenter d'autres outils et types de soutien que le COLID peut apporter à nos partenaires bénéficiaires. Certains sont plus généraux, mais j'essaye à chaque fois de les illustrer avec des, des exemples plus concrets par rapport à la mouche blanche. Donc, le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est notre bibliothèque en ligne. Donc, c'est vraiment une bibliothèque qui regorge de ressources et de connaissances. On a plus de 200 publications, 146 guides, plusieurs thèmes visés. Donc, les 6 thèmes ici, la gestion de l'environnement, la production et le commerce durable, gestion et développement des entreprises, la santé des plantes, la production et la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Et on a des publications qui vont d'études de marché à vraiment des guides sanitaires, des manuels de formation ou encore vraiment des guides, des brochures techniques très spécifiques. Euh, donc, je vous invite sincèrement à venir visiter, enfin, à faire un tour sur la bibliothèque en ligne. Aussi, ce qui est facile aussi, c'est que c'est une barre de recherche où vous pouvez mettre les mots-clés qui vous intéressent et alors le contenu de notre bibliothèque est filtré en fonction de cela. Euh, donc voilà, c'est vraiment une ressource très très intéressante que je vous invite à découvrir. Mais parmi les documents, enfin les publications que vous pourriez y retrouver, il y a notamment les guides de production durable. Donc c'est vraiment des documents très très holistiques, très complets, qui vont vraiment de la pépinière à la post-récolte pour une culture spécifique. Donc pour la mouche blanche, ici on a récemment, enfin les haricots verts est une culture qui est notamment touchée par la mouche blanche et on l'a mis à jour très récemment. Ce qui est intéressant, j'ai été un peu trop rapide. Donc ici vous retrouvez donc les différents chapitres que ce genre de de guide de production durable va couvrir. Donc, l'exemple de la culture, la gestion avant plantation, préparation du terrain, la plantation en tant que telle, la gestion du champ
avant la récolte, la gestion des nuisibles et une présentation et description des principaux ravageurs et maladies affectant la culture, puis la récolte et la post-récolte. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut lire chaque chapitre séparément. Donc, c'est un gros document, mais il faut pas lire de la page 1 à la page 500. C'est juste, enfin, vous pouvez cibler vraiment l'information que vous recherchez. Euh, et par exemple, dans ce cas-ci, on est intéressé par la mouche blanche. On va aller chercher dans la section des descriptions des principaux ravageurs et maladies, le chapitre sur la mouche blanche. Donc, j'y étais justement, donc on ne doit pas aller bien loin. Mais donc la mouche blanche, dans ces brochures de production, de guides de production durable, pour les descriptions des mouches blanches, vous retrouverez vraiment toutes les informations nécessaires à leur gestion au sein de cette culture. Donc ici, c'est pour les haricots verts. On aura aussi la brochure sur le taro, sur la marante, etc. Et donc, à chaque fois, vous devez voir quels sont les ravageurs qui affectent la culture. Donc, vous allez avoir le cycle de vie du ravageur, la description et l'identification euh, aux différents stades de vie du ravageur, également des images illustrant comment le reconnaître, les stades affectés de la culture, les différents symptômes et dégâts aussi qu'on peut reconnaître dus à ce ravageur, et l'impact sur le rendement. Puis à chaque fois dans ces guides, on va aussi préciser s'il s'agit d'un organisme de quarantaine, les conditions favorables à sa prolifération et des méthodes de gestion, justement la surveillance, les différentes méthodes, différentes techniques et de contrôle par les pratiques de culture, mais par aussi du contrôle biologique ou encore des produits, des d'utilisation de plantes, de produits de protection des plantes. Donc ça, vraiment, je vous invite à aller visiter encore notre e-bibliothèque pour euh, un peu feuilleter quelle brochure, quel guide de production on a en ligne et quelles pourraient être les informations pertinentes pour vous. Ensuite, nous avons également des brochures techniques que nous avons développées ici spécifiquement pour la mouche blanche. Donc, on a développé une série de brochures qui ciblent quatre publics différents. Donc, ça part d'une brochure d'identification et inspection pour les inspecteurs euh, et les consultants. Ensuite, une brochure pour les stations de conditionnement, pour la gestion de la mouche blanche en station de conditionnement. Une brochure également pour la gestion de la mouche blanche au champ. Donc celle-ci, on l'a développée plus spécifiquement pour certains pays. Donc on en a développé sur 6 pays. Et finalement, une brochure sur la lutte stratégique contre la mouche blanche pour les organismes de contrôle. Donc ici, vous avez une description de ce que ces brochures contiennent. Donc en noir, vous avez les chapitres plutôt communs aux différentes brochures et en rouge, vraiment les chapitres spécifiques à la cible de la brochure en question. Donc pour la brochure identification et inspection, on aura l'action que l'Union européenne les actions de l'Union européenne en matière d'importation dues à la mouche blanche, quels pays ont été impactés, etc. Et des informations sur l'inspection au niveau de l'exploitation, en post-récolte et au niveau de la station de conditionnement. Pour la brochure, dans les stations de conditionnement, justement, il y aura donc quand même un rappel sur la lutte contre la mouche blanche et les étapes importantes sur toute la chaîne de valeur. Oui. Et aussi des mesures de post-récolte pour surveiller et contrôler la mouche blanche. Pour la brochure technique pour les producteurs au champ, ce sera donc aussi des informations plus spécifiques de pratiques à mettre en place directement lors de la production, le suivi des populations des mouches blanches, des mesures de lutte contre les mouches blanches, des insecticides homologués aussi. Ça, on a fait. Donc, comme je vous ai dit, c'est des brochures par pays et donc c'est des produits homologués localement, donc dans chaque pays. Puis des différentes possibilités de produits qui seraient intéressants d'homologuer dans le futur et finalement des interventions spécifiques pendant la récolte à mettre en place. Euh,
Et pour la dernière brochure pour les organismes de contrôle, oui, on a donc dans les chapitres spécifiques des informations sur les stratégies de lutte intégrées sur le terrain pour la gestion de la leurode, les suivis et d'inspections post-récolte à la ferme et au centre de conditionnement, les analyses du risque phytosanitaire que ça implique, la surveillance et les inspections par les ONPV. Et finalement, de la documentation aussi euh, spécifique pour les ONPV. Donc ici, je vous ai fait, donc comme l'a dit Nurcel, notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment plutôt un, un aperçu des outils qu'on peut vous mettre à disposition et du soutien qu'on peut fournir, mais je rentre un peu dans les détails par rapport à la mouche blanche, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais toutes ces informations sont extraites des brochures techniques que je viens de vous présenter. Donc là, c'est vraiment un tout petit récapitulatif, mais je vous invite surtout à aller lire les brochures en fonction de, 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 de ce qui vous intéresse. Donc pour la mouche blanche, donc au niveau de l'identification, donc c'est bien Benicia tabaci qui est l'organisme de quarantaine qui pose problème. Elle est aussi connue comme la lorotte du tabac ou du coton ou encore de la patate douce. Donc c'est un ravageur vraiment problématique. Elle a aussi parce qu'il a notamment un cycle de vie très rapide, donc il peut y avoir entre 11 et 15 ans et 15 générations par an. Euh, et aussi, enfin, il y a une multitude de plantes qui sont hôtes pour ce ravageur. Donc ça va du cotonnier au tabac fin. Et il y a de nombreux légumes, de légumes feuilles, le manioc, les patates douces, les cucurbitacées, les solanacées. Je sais que ça pose problème pour les aubergines. Enfin, donc vraiment une multitude de plantes hôtes. Donc ce qui pose aussi des limites et enfin, des difficultés, par exemple pour la rotation de culture, etc. Euh, Au niveau du dépistage sur la culture, ça c'est quelques petites guidelines qui sont données dans la brochure technique. Donc, notamment, par exemple, il faut observer la face inférieure des feuilles parce que c'est là que se nichent les mouches blanches. Idéalement, tôt le matin pour les voir lorsqu'elles sont encore inactives. Pour les œufs et les adultes, c'est les jeunes feuilles, par exemple, mais pour les larves, c'est plutôt sur les feuilles plus matures. Donc voilà, ça, c'est des détails que vous retrouverez dans la brochure. Aussi, si vous identifiez la présence de fumagines et de fourmis, ça peut être un symptôme de la présence des mouches blanches qui engendre justement la présence de fumagines et de fourmis due à leur sécrétion de miella. Euh, et également, donc, pour dépister la présence de mouches blanches, et on recommande l'utilisation de pièges collants jaunes qui attirent les mouches et qui permettent du coup de les repérer. En ce qui concerne le seuil économique enfin, pour le contrôle, pour l'utilisation de, de pratiques de contrôle. Donc ça, c'est vraiment une question très compliquée parce que c'est à définir localement. Donc en fonction du prix de vente, en fonction du prix des produits de protection des plantes localement également. Et, euh, et donc c'est pas on ne peut pas donner une réponse comme ça. Cependant, comme il s'agit d'un organisme de quarantaine, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de la station de conditionnement, à la fin de la post-récolte, lorsque les produits sont prêts pour l'exportation, et il faut qu'il y ait aucun individu. Donc c'est une tolérance zéro. Euh, donc voilà, ça c'est à savoir. Et donc enfin, en sachant cela, c'est important de traiter et de gérer la culture de manière à obtenir ce résultat. Donc de nouveau, des informations que vous retrouvez dans les brochures techniques, c'est pour la gestion de la mouche blanche, les types de contrôles que vous pouvez mettre en place. Donc les contrôles physiques, le contrôle culturel, en utilisant par exemple l'utilisation de matériel de plantation propre, ça, c'est vraiment important, ou l'utilisation de variétés résistantes, de cultures pièges, etc. Et puis finalement, le contrôle grâce à la bioprotection, donc soit avec des agents de contrôle comme les parasitoïdes ou des prédateurs, mais aussi avec l'utilisation de biopesticides comme les extraits de Nîmes, d'ail ou l'huile d'orange. Euh, et puis finalement, on a aussi Extrait de donc Nîmes, extrait de ail, un huile information d'orange. Il sur la lutte sur le contrôle chimique. Donc ça, faut que c'est dans je les peux pas brochures toucher le techniques sujet. spécifiques au pays. Donc on vous présente des tableaux
avec les Non, honnêtement, c'est bien. différents produits homologués localement pour que vous puissiez, donc pour chaque pays. Donc, comme on vous l'avait dit, ces brochures sont mises à disposition pour 6 pays, le Togo, la Guinée, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Nigeria et le Suriname. Mais si votre pays n'est pas dans cette liste, on vous invite tout de même à aller lire ces documents et voir si, par exemple, si la substance active amamectine, voilà, vous avez peut-être pas la carpus chez vous, mais vous avez peut-être un autre produit euh, homologué chez vous qui sera donc efficace contre la mouche blanche. Donc ça, c'est un tableau très intéressant aussi, notamment pour la présence du mode d'action qu'on met pour chaque substance active. Car comme vous savez, du coup, la mouche blanche a développé, enfin, est connue pour développer rapidement des résistances aux pesticides. Donc c'est vraiment important d'utiliser des produits qui ont des modes d'action différents pour justement éviter l'apparition de résistance aux produits de protection des plantes. Et finalement, on vous met également le statut au niveau de l'Union européenne, si c'est encore approuvé ou pas pour l'utilisation. Donc, dans la brochure, vous trouverez, en plus de ce tableau pour le contrôle chimique, des possibilités futures qui seraient intéressantes d'homologuer, qui ne sont pas encore donc homologuées localement, en tout cas dans ces pays-là, mais qui seraient intéressantes. Et aussi un tableau récapitulatif de l'ensemble des substances actives efficaces contre la mouche blanche. Donc ici, il y a parfois aussi des substances actives qu'on ne recommande pas, qui ne sont plus, par exemple, approuvées dans l'Union européenne, mais voilà, comme ça, vous avez vraiment une vue globale de toutes les substances actives efficaces. Euh, donc, euh, ah oui. Ensuite, un autre outil que je voudrais vous présenter, c'est la base de données de protection des cultures que le COLID met à votre disposition sur son site web. Donc, c'est une base de données en libre accès où on compile des informations concernant les LMR pour chaque substance active et culture d'intérêt. Et on met à votre disposition également les bonnes pratiques agricole. Et je vais vous faire aussi une petite démonstration de la base de données. Comme ça, vous pouvez... Si je la trouve. Ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, c'est assez facile à utiliser, mais pour vous illustrer plus concrètement ce qu'elle contient, voilà, je fais avec vous. Donc, par exemple, une des substances actives qui était recommandée dans la brochure, c'était l'hémamectine benzoate. Donc, voilà, celle-là, on sait qu'elle est efficace contre la mouche blanche. Euh, voilà, par exemple, sur l'amarante, on voit que la LMR est de 0,2. Si la LMR du codex n'est pas présente, c'est qu'il n'y en a pas actuellement. Mais vous pouvez aller voir plus d'informations. Donc ici, de nouveau, on inclut également des informations spécifiques sur la substance active, la classe OMS, le statut au sein de l'Union européenne et le groupe de résistance. Donc ça, c'est par rapport au mode d'action, etc. Donc pour pouvoir varier euh, de produits que vous utilisez. Donc ensuite, il y a la limite maximale de résidus et les bonnes pratiques agricoles qui permettent de respecter ces LMR et donc d'être en conformité lorsque vous exportez vers l'Union européenne. Donc il y a la dose, le nombre d'applications, les intervalles entre applications, le délai avant récolte pour respecter la LMR de l'Union européenne et pour celle du Codex. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Mais voilà. Donc ça, c'est notre base de données de protection des cultures. Elle cible notamment les cultures d'importance économique pour les pays ACP et les produits de protection de plantes qui sont homologués dans dans les pays ACP également. Donc, c'est vraiment ciblé pour le secteur horticole ACP. Mais pour maintenir cette base de données à jour, il nous faut également faire un monitoring intense des réglementations. Et pour cela, on a tout un département qui s'occupe de ça. Donc, c'est le département de réglementation et standards qui a son propre programme également, Agrinfo, qui en fait est notre base de données de suivi des réglementations. Donc Agrinfo va faire un suivi de toutes les réglementations qui entrent en application ou qui sont proposées euh, à l'OMC comme futures réglementations et qui vont entrer en application euh, dans le futur.
Donc, je vous montre un peu aussi comment ça fonctionne ici. Donc, Agrinfo fait des updates, des newsletters toutes les 2 à 3 semaines. Donc, ça, je vous invite à venir vous inscrire sur le site pour les recevoir. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, chaque fois, vous allez recevoir par mail donc, ce petit récapitulatif des nouvelles réglementations ou futures réglementations qui ont été publiées dans les 2 à 3 dernières semaines. Donc ça couvre vraiment toute la valeur, toute, toute l'industrie agroalimentaire. Donc ce n'est pas seulement focus sur les fruits et légumes, c'est vraiment beaucoup plus large, mais vous pourrez retrouver, par exemple, en termes de pesticides, voilà, vous pouvez ouvrir les fiches reçues par Agrinfo et vous trouverez, par exemple, donc la Commission européenne a publié, a notifié à l'OMC que il compte modifier ses limites maximales de résidus pour les dithiocarbomates. Donc le site Agrinfo est en anglais, mais il y a une traduction automatique disponible en français. Euh, et donc ici, vous retrouverez toutes les informations concernant ces futurs changements du règlement et du projet de loi que vous pouvez aller consulter, vraiment un résumé de ce qui va changer concrètement et l'impact sur le commerce international, les produits concernés par cette réglementation, qu'est-ce qui change? Donc là, par exemple, pour les LMR, on fait un tableau qu'on vous renvoie en bas de page. Pourquoi? Donc si c'est pour des raisons de risque pour la santé humaine, pour des raisons environnementales ou un manque de soutien du producteur de produits de protection des plantes, justement, parce qu'il faut toujours que ce soit un que quelqu'un fasse la demande pour l'approbation ou pour maintenir une approbation dans l'Union européenne. Puis finalement aussi également le calendrier qui donc vous permet d'avoir une idée pour quand il faut s'adapter. Pour, par exemple, si les dithiocarbomates sur une culture que vous utilisez, la LMR descend drastiquement, alors il faudra soit d'adapter les bonnes pratiques agricoles, soit de trouver des solutions alternatives. Et là, donc, on vous met des recommandations par rapport à cela. Et ici, le tableau, donc, comme je vous y disais, avec toutes les LMR qui changent en question. Donc, ça, c'était un exemple sur les LMR, mais il y a vraiment, donc, Agrinfo recouvre vraiment un ensemble de thèmes très variés, tout ce qui touche à l'agroalimentaire. Aussi, la santé des plantes, euh, les emballages, etc. Et au-delà de ça, on fait aussi un suivi des réglementations. Ça, c'est le département de recherche et innovation, de courtage en recherche et innovation qui s'occupe de ça. Et donc, c'est un suivi des réglementations des LMR et des approbations des pesticides. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment ciblé pour la filière horticole des pays ACP. Donc là, c'est une newsletter un peu moins fréquente, donc c'est chaque trimestre. Mais mais elle serait vraiment très ciblée pour la filière horticole. Et on suit également les changements de réglementation en Grande-Bretagne depuis le Brexit. Une fois par an également, on publie une news sur les modifications apportées aux LMR du Codex. Donc, c'est pas pour l'exportation vers l'Union européenne, mais c'est des informations quand même importantes et on utilise aussi pour mettre à jour notre base de données de protection des cultures. Euh, donc ensuite, un autre type de soutien que j'aimerais vous présenter, c'est les essais que le département de courtage en recherche et innovation met également en place. Donc on met en place 4 types d'essais. Donc les essais d'efficacité pour tester des nouvelles solutions ou des solutions qui existent mais qui n'ont pas été testées sur certaines combinaisons de cultures ravageurs spécifiques. Des essais d'efficacité pour l'homologation. Euh, des essais résidus aussi pour définir les bonnes pratiques agricoles. Et c'est notamment grâce à ces essais-là qu'on peut alimenter notre base de données de bonnes pratiques agricoles. Ces essais servent également pour compléter les dossiers d'homologation localement. Et finalement aussi des essais de production agricole qui sont plus globaux et qui visent vraiment plus euh, euh, enfin oui, qui sont plus généraux. Par exemple, aussi sur la gestion intégrée des cultures, des ravageurs, pardon. Donc voilà, donc ça fait plus de 20 ans environ que le COLID met en place des essais pour que les producteurs donc, aient accès à des solutions. Euh,
et les résultats de ces essais, donc comme je vous l'ai dit, par exemple pour les essais des bonnes pratiques agricoles, sont diffusés via notre base de données ou sont également repris dans les brochures techniques. Et à terme, nous aimerions également vraiment créer une base de données des résultats de ces essais qu'on pourrait mettre à disposition publiquement. Mais voilà, c'est un travail en cours. En attendant, si vous avez des questions concernant des produits, des essais d'efficacité qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous contacter. On peut revenir vers vous avec les résultats que nous avons obtenus. Et pour la mouche blanche spécifiquement, on a mis en place pas mal d'essais. Donc ici, c'est la liste des essais qu'on a mis en place pour de types d'essais d'efficacité contre la mouche blanche. Donc les derniers, les plus récents sont ceux sur les feuilles de jute. Donc ici, on voit qu'on a quand même euh, testé pas mal de produits, donc des biopesticides, mais également des pesticides conventionnels, et que les infestations en mouche blanche ont toujours été significativement plus faibles avec les produits testés qu'avec le témoin. Vous pouvez voir au-dessus, c'est les produits, les biopesticides, et en dessous, les produits conventionnels, mais la courbe de contrôle est clairement supérieure aux produits testés. Donc voilà, ça c'est le genre de soutien que le colis peut également mettre en place. Et après ça, pour la mouche blanche par exemple, on a aussi également fait un essai d'efficacité pour un dossier d'homologation et voilà qui est en cours. C'est euh, c'est ce genre de soutien qu'on peut vous proposer. Mais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ces essais. Finalement, donc un autre type de document qu'on peut développer ici, c'est un autre type de soutien en fait qui est plutôt en collaboration avec un pays. Donc ici, c'est suite à la demande du Togo, euh, à la demande du soutien du Togo par rapport à la mouche blanche, en collaboration avec les acteurs de la chaîne de valeur légumes-feuilles, on a mis au point ce document de guide de bonne pratique qui regroupe donc toute l'organisation générale et la description de la filière, les itinéraires de production pertinents enfin, de la filière de légumes-feuilles, les exigences, les descriptions du produit, les diagrammes des processus adoptés et les différents dangers, enfin l'identification des dangers liés aux pratiques et la détermination des niveaux de risque et des différentes propositions de mesures pour la maîtrise, euh, de mesures de maîtrise, pardon, pour la filière. En deuxième partie, ce sont des fiches, des documents plus concrets pour l'utilisation directe, donc des fiches pratiques, des fiches d'enregistrement, des checklists de contrôle, etc. Et finalement, en dernière partie, différents outils pédagogiques aussi mis à disposition, la documentation, les documentations pertinentes et des formations disponibles. Et donc, cela nous mène au dernier outil que j'aimerais vous présenter. Donc, c'est la formation proposée par le Colline, donc ce qui peut être soit en auto-apprentissage, soit en formation tutorée. Et donc ça, c'est encore un type de soutien que le Colline peut mettre à votre disposition euh, selon les problématiques que vous rencontrez. Voilà. Et maintenant, j'aimerais inviter donc Monsieur Gilbert Paty le président de l'Association des exportateurs de fruits et légumes du Togo, qui va nous parler plus pratiquement de la mise en œuvre des outils et de la réussite au Togo. Oui, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Alice. Et Bonsoir. comme Alice l'a dit, fait de cet appui d'accompagnement de Colide par rapport à la gestion de la mouche blanche. Bon, je m'appelle Gilbert Paty, je suis de l'Association des exportateurs de légumes feuilles du Togo. Bon, nous avons effectivement reçu un appui de Colide euh, par rapport à la gestion de la mouche blanche, premièrement pour les guides de bonne pratique. Les guides de bonne pratique. Alice l'a dit en détail,
où les procédures ont été détaillées là-dedans. Un travail minutieux qui a été fait d'essai, d'analyse, composé de secteur privé et puis des agents de la DPV, la Direction de la protection des végétaux, et du ministère de l'Agriculture en général. Ensuite, nous avons également travaillé sur le protocole de bonne pratique. Et ce document qui a permis aux acteurs de maîtriser la gestion des champs, la récolte, l'acheminement sur le site de conditionnement, le traitement, le conditionnement à l'exportation et même sur le site, la disposition des produits, des légumes fraîchement récoltés afin de respecter la marche en avant et éviter des contaminations croisées. Nous avons également reçu l'appui de cette brochure technique qui recadre tous les processus de la biologie de la mouche blanche qui est au niveau des acteurs, qui permet aujourd'hui à ce que chaque exportateur, avec son groupe de producteurs et des formations de recyclage que nous recevons, ce qui a fait que nous avons remarqué un impact très considérable, positif aujourd'hui sur la filière d'exportation des légumes faits au Togo. Comme impact sur les notifications, vous allez sans doute les remarquer au niveau des diagrammes et le nombre de notifications qu'a reçu le Togo en lien avec la mouche blanche ou les organismes d'usine de quarantaine depuis 2020 et jusqu'en 2024. Vous allez constater que la courbe est sans doute très décroissante. De 2020 jusqu'en 2024, nous sommes en août et nous ne sommes qu'à 3 liés à la mouche blanche au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, nous maintenons toujours le cap pour le contrôle parce que bientôt, le mois de septembre, est un peu chaud chez nous et ça favorise la multiplication de la mouche. Ainsi, tout le monde est sensible que nous connaissons et nous allons continuer par travailler là-dessus pour essayer de sortir avec le niveau le plus faible de notification pour les derniers 5 années. Comme contrainte aujourd'hui, c'est toujours la gestion au niveau des œufs. Vous savez que les notifications que nous recevons, l'adulte que on retrouve, mais soit les larves, soit les œufs. Le temps d'éclosion des œufs est trop court. Il est possible que quand les légumes sont traités et on remarque qu'il y a la présence des œufs de la mouche blanche dedans, c'est très facile qu'on retrouve les larves à destination. Donc, entre-temps, nous sommes toujours en édition et nous avons demandé si Colide pouvait aussi nous faire des recherches au niveau des produits de lavage, peut-être, pour pouvoir éliminer le maximum des œufs dès que ces légumes sont infestés et que nous les avons récoltés avant le conditionnement et l'exportation. J'ai vu qu'Alice a parlé de beaucoup d'essais qui ont été faits, mais dans ce sens, nous soumettons également la doléance à ce niveau. Si quelque chose pouvait améliorer cet aspect aussi, nous en serions très, très, très reconnaissants. Pour la durabilité, c'est ce que nous faisons déjà. Et le suivi, les formations, le respect du document, de protocole de pratique, de bonnes pratiques, ça avec un travail quotidien au niveau de chaque entreprise dont on avait formé même, fait former les entreprises et chaque entreprise a nommé un inspecteur interne à son niveau qui s'occupe déjà de ce travail avant d'arriver même des inspecteurs phytosanitaires. C'est toutes ces actions et combinées qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce résultat est vraiment positif dans ce sens et nous remercions notre partenaire Colite pour cet accompagnement. Bon, voici résumé ce qui est du cas du Togo, le travail qui a été fait et le niveau actuel de l'avancement des choses, notamment les, les notifications en lien avec la mouche blanche. Merci. Merci, Monsieur Gilbert. Ouais. Euh,
Ok, maintenant je passe la parole à Edouard pour donc la suite de la présentation. Ben, merci beaucoup. Ben, justement, en fait, je vais rebondir justement sur ce cas pratique hein, qui a été présenté par le Togo pour mettre en évidence en fait que sur le terrain, la lutte intégrée, ça passe par justement les synergies et la collaboration entre les différents acteurs. Alice, si tu peux passer au prochain slide. Et donc c'est pour ça on avait voulu en fait rappeler ici en fait le rôle et les responsabilités de chacun dans la mise en place des actions pour la lutte intégrée. La première, on a forcément un partenariat en fait entre le secteur public et le secteur privé. Ça a été illustré notamment dans le cas du Togo, hein. Le secteur public, il a quand même ce rôle d'informer, de contrôler, mais aussi de sanctionner, s'assurer que les mesures sont bien prises, notamment pour assurer une conformité, par exemple, des produits à l'export. Et le secteur privé, donc je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui aussi dans la salle. Son rôle, c'est vraiment de s'informer et de s'assurer qu'il sera toujours en conformité avec les réglementations, avec les standards qui sont imposés par son marché de destination en particulier. Et puis le COLID agit en fait comme organes de soutien et d'information. Donc nous, on a cette capacité par les outils qu'on a présentés aujourd'hui d'apporter notre pierre à l'édifice, soit via les informations, soit via un appui. Donc si je reviens au secteur privé, comme on a dit, son rôle finalement, c'est vraiment d'informer, contrôler, sanctionner. Sa responsabilité va être vraiment d'identifier et d'informer sur les problématiques clés, de diffuser les informations sur les méthodes de lutte qui sont adaptées comme ça avait été le cas pour former certaines entreprises au Togo, ou alors transférer l'information qui avait été en tout cas générée dans le guide des bonnes pratiques. C'est aussi lui qui va être en charge, avec les inspecteurs, de contrôler la conformité, de délivrer des certificats dans certains cas si besoin, et aussi d'évaluer les dossiers d'homologation et l'utilisation des pesticides pour les méthodes de lutte. Au niveau du secteur privé, ce qui est très important, c'est vraiment de regrouper l'information qui est importante pour vous. C'est-à-dire d'identifier quelles sont les problématiques clés, par exemple, quels sont les ravageurs, en l'occurrence ici la mouche blanche, quels sont les pesticides que j'utilise, quelles sont les réglementations en vigueur. Est-ce que, par exemple, si je veux exporter vers l'Union européenne, est-ce que la loi a changé sur les pesticides et comment je peux faire pour finalement me mettre en conformité et assurer que j'ai accès à ce marché. Et bien sûr, appliquer les procédures qui sont avec ça. Et donc, le COLID, on essaye de vous donner, de vous mettre à disposition, comme on a pu le présenter aujourd'hui, un certain nombre d'outils, à la fois pour faire la veille réglementaire, pour faciliter le dialogue entre les acteurs, soit dans certains cas avec la Commission européenne, ou encore pour former finalement les groupes de travail techniques au niveau des filières. On peut faire un appui aussi dans les domaines de la recherche, pour la recherche de nouvelles alternatives, et bien entendu sur certaines thématiques de formation. Donc, ce que vous avez pu voir ici, c'est qu'au niveau des responsabilités partagées, la veille réglementaire, le développement de procédures et la dissémination de l'information pertinente, et puis vraiment être capable d'avoir des procédures à la fois de réaction ou d'adaptation si un problème survient le long de la filière, sachant que notamment les DPV vont être informés lorsqu'il y a des interceptions et donc pourront relayer l'information aux entreprises qui sont concernées. Slide suivante. Donc la slide suivante, c'est une approche un peu plus graphique sur les rôles et les responsabilités, mais ce qui est très important, c'est de bien souligner le partenariat entre les autorités compétentes, le public et le privé. Euh, les deux doivent à la fois collecter les informations et les diffuser. Nous, on fournit un appui et ensuite, c'est à vous de faire circuler l'information. Au niveau du secteur privé, le rôle va être vraiment de trouver les solutions locales, c'est-à-dire, par exemple, quels pesticides sont autorisés sur ma culture, en particulier dans mon pays, quels sont les pesticides qui sont disponibles et peut-être changer de pesticide si l'un n'est pas adapté, adapter les bonnes pratiques agricoles et mettre en place la lutte intégrée. Et dans certains cas aussi, rechercher des solutions alternatives. Dans ce cas-là, justement, comme je l'ai dit auparavant, la recherche et l'innovation du COLID peut vous appuyer, soit par la recherche de ce qui existe dans la littérature, soit par de l'assistance technique, soit pour vraiment des essais de tests et d'homologation sur le terrain, par exemple, quand il s'agit de pesticides. Et puis,
comme on l'a dit, les autorités compétentes, elles vont avoir un rôle de relayer l'information qu'elles reçoivent et de faire les activités de contrôle et de validation des homologations. Slide suivante. Voilà, on a présenté pas mal d'outils, c'était assez dense, j'espère que ça vous a apporté certaines clés. Dans la conclusion, en fait, je voudrais résumer un petit peu toutes ces activités et actions importantes qu'il faut prendre et les ressources que l'on met à disposition au niveau du COLID. Donc, il y a trois aspects, hein. Le premier, c'est le suivi des questions sanitaires et phytosanitaires. Le deuxième, c'est vraiment le suivi des réglementations et veiller à leur respect. Et le troisième, c'est suivre les meilleures pratiques, mettre en œuvre les meilleures pratiques, c'est-à-dire la lutte intégrée. Donc, au niveau du suivi des questions sanitaires et phytosanitaires, c'est particulièrement important pour éviter toute perte économique. On sait que, par exemple, que la mouche blanche est un organisme de quarantaine et donc il y a un risque de rejet des containers, mais également d'interdiction à un certain temps, si les interceptions sont répétées, de l'exportation. Il faut aussi donc adapter donc les méthodes et les pratiques sur le terrain en suivant quelles sont les problématiques. Et avec les tableaux de bord qu'on met à disposition, comme vous avez pu le voir, ça permet aussi de suivre un petit peu l'évolution et de voir en fait si les mesures qu'on met en place sont efficaces. Vous pouvez voir que si vous avez une tendance descendante, comme on peut le voir, peut-être que les mesures mises en place sur le terrain, comme l'a montré le Togo, sont efficaces. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu continuer à creuser. Vous avez donc les liens ici sur les tableaux de bord en ligne. Suivre les réglementations et veiller à leur respect, ça permet de s'adapter avec une alerte précoce, en fait, de s'adapter non pas quand la réglementation elle arrive, mais en amont, et aussi d'y réagir si besoin pour éviter des barrières commerciales et maintenir en tout temps une bonne qualité et une bonne réputation. Donc là, on vous a présenté la plateforme Agrinfo avec sa newsletter qui revient toutes les 2 semaines. Il y a la newsletter aussi trimestrielle mise à disposition à tout notre réseau par le département recherche et innovation. Et enfin, il y a la base de données de protection des cultures qui contient les informations pour éviter les problèmes de résidus en lien avec les limites maximales de résidus de pesticides. Enfin, le dernier point sur lequel on a pas mal insisté aussi aujourd'hui, c'est finalement les pratiques agricoles que l'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire la surveillance, la prévention, le contrôle, les informations, enfin tout ce qui est information en fait sur les techniques de production et de protection des cultures pour appliquer les meilleures pratiques. Et ça, vous pouvez le retrouver sur notre e-bibliothèque ou dans les brochures qui ont été présentées aujourd'hui par Alice et notre partenaire également du Togo. Et puis, j'insiste encore une fois sur la collaboration publique-privée. Vous êtes des acteurs justement complémentaires et donc c'est très important d'avancer ensemble. Très souvent, avoir des comités techniques où on échange librement permet de prévoir de potentiels problèmes. Il ne faut pas toujours voir ça comme quelque chose qui va attirer un mauvais regard sur ma production, mais plutôt se dire, on pourrait peut-être régler les problèmes en amont avant d'avoir vraiment les problèmes d'interception. Donc voilà, ah oui, il y a encore un dernier point, un dernier slide que je voulais aussi vous présenter. C'est sur les ressources externes au Colide. Il y a trois ressources qu'on veut vous présenter. Il y a le bioprotection portail, le portail de bioprotection de Kabi, qui lui fournit en fait une base de données sur tous les biopesticides homologués dans vos pays. Donc vous pouvez aller filtrer par votre pays, par le ravageur, et vous allez trouver toutes les alternatives bio qui sont autorisées dans votre pays. Il y a également le site, il y a aussi également avec ce site-là certaines autres références sur des guides et des informations qui sont soit sur le portail de bioprotection, soit sur le site PlantWise. Vous allez trouver d'autres informations techniques qui compléteront les brochures du Covid. Et enfin, la base de données EPPO, ça permet de consulter pour voir la distribution d'un ravageur. Ça vous permet de voir quels sont les pays qui sont concernés. En l'occurrence, la mouche blanche, vous pouvez aller voir la carte de distribution et vous verrez qu'elle est présente à beaucoup d'endroits dans le monde. Ça peut être intéressant pour savoir quel est le statut de votre pays ou alors, si vous êtes un importateur, quel est le statut du pays vers lequel vous allez acheter votre marchandise. Donc voilà pour les présentations d'aujourd'hui. On a encore un peu de temps, en tout cas nous, on a encore un peu de temps pour répondre aux questions. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation et n'hésitez pas, si vous avez toute question, à lever la main et à ouvrir votre micro pour la poser.
Merci beaucoup. Merci Edouard, merci Marie-Hélène, Alice et Gilbert. Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat ni dans les questions-réponses. Donc, à part des questions, savoir où se trouvent les documents, si c'est libre d'accès, mais je pense qu'on y a répondu. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions qu'ils souhaitent soumettre. Et dans ce cas-là, vous pouvez lever la main. Dans tous les cas, vous pouvez continuer à nous contacter aussi après la réunion. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin d'appui sur ces questions de mouche blanche ou pour d'autres questions. Alors bonjour, je suis Bonjour. écouté là, s'il vous plaît. Oui, Oui, on vous bonjour. Vous pouvez vous présenter peut-être avant de poser votre question, si vous avez une question ou un commentaire. Oh oui, voilà, j'ai rapidement une question. Je suis le docteur Kamda Aristide, enseignant à l'université de Boya, biochimiste. Bien, voilà, déjà félicitations au collègue pour cette présentation sur la mouche blanche. Je vais rapidement, ma question concerne déjà, s'adresse au Togo, au monsieur qui a fait une présentation pour le Togo, et aussi à l'ensemble de l'équipe du Coléat. Déjà, concernant le présentateur du Togo, je voudrais savoir s'il a des chiffres en ce qui concerne les taux d'interception, la différence des taux d'interception avant l'intervention du Coléat et puis après, pour montrer si effectivement il y a eu une nette amélioration sur les interceptions, déjà, oui, au niveau des exportations du Togo vers l'Union européenne. Voilà, et puis la seconde question qui s'adresse au collègue, c'est est-ce qu'il existe des méthodes de traitement homologuées par, la législation européenne, les méthodes de traitement des légumes feuilles avant l'exportation vers l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des méthodes de traitement qui sont homologuées et sur lesquelles les importateurs peuvent justement s'appuyer pour limiter au maximum la présence des œufs ou bien des desserts feuilles? Et puis la troisième question qui s'adresse toujours au Coléat, c'est quels sont les moyens que l'Union européenne utilise pour détecter la présence de ces mouches une fois que les légumes feuilles sont arrivés sur le site à l'Union européenne. Je pense que ça permettrait également aux exportateurs ici voilà, de se faire une idée sur les méthodes de contrôle qui sont applicables en Europe. Voilà les trois préoccupations que j'avais. Merci. Je pense que, merci, hein, Monsieur Kamda, pour la question de l'évolution ou la comparaison entre la mise en place de certaines mesures avec l'accompagnement du colis. Je pense que Monsieur Gilbert peut me répondre, mais je pense qu'il avait déjà, dans sa présentation, il a montré un tableau de bord sur lequel c'était présenté. Donc, on voyait l'évolution du nombre d'interceptions qui tombait drastiquement après la mise en œuvre de ces activités. Donc, ça restait, on est passé d'une trentaine, je ne me souviens plus, d'une trentaine, quarantaine d'interceptions pour cause de présence de mouches blanches à une dizaine d'interceptions. Donc, c'est une nette amélioration. Sur les produits, je ne sais pas si monsieur Gilbert veut ajouter quelque chose à cette réponse. Oui, c'est la partie qui répond à la question de M. Kanda, c'est ça que vous avez abordé. Donc, je le remercie pour la question. Lorsque le Togo a été identifié dans la zone rouge, il a fallu l'interdiction totale de l'exportation des légumes feuilles. C'est en ce moment que le constat a été fait, jusqu'au montage d'un projet qui a permis que Colide a géré, qui a permis d'accompagner les jeunes du Togo. Ça commence à partir de 2020. C'est depuis 2017 que la problématique était sur la table. Donc, à partir de 2020, il y a un projet qui a accompagné le Togo. Covid même avait empêché à ce que le projet puisse bien se dérouler, mais on a pu faire le nécessaire et vous allez constater que de 2017, 2018,
n'ont pas révélé les chiffres antérieurs, c'est parce que c'est à partir de ce moment où les accompagnements ont été très accentués, c'est à partir de ce moment que le tableau a affiché. Ce sont les statistiques qui démontrent l'évolution avant et après le projet. La clôture, je pense, ça a été en 2022. Ça a été en Mhm. 2022. La clôture. Vous avez vu en 2022, 2022, 2023, vous avez vu, il y a une légère baisse de 2023. Vous avez vu comment la situation a encore évolué. Merci. Merci, monsieur Gilbert. Édouard, peut-être sur la question des homologations des produits dans l'Union européenne? Oui. Alors, je vais revenir sur deux éléments. Le premier, quand on dit est-ce qu'il y a des méthodes ou des technologies autorisées par l'Union européenne, le premier point, c'est que les pays en fait exportateurs, dans dans la majorité des cas, sont autorisés d'utiliser la méthode qu'ils le souhaitent, hein. C'est-à-dire que l'Union européenne va uniquement faire un contrôle à l'arrivée de la présence ou pas de l'organisme de quarantaine, donc de la mouche blanche en l'occurrence, ou par exemple de traces de pesticides. Ce qui peut se produire, c'est que si un un pesticide est interdit en Europe, les limites en fait tolérées sur la plante vont être très faibles. Donc, en pratique, ça sera quasiment impossible de l'utiliser sur le légume-feuille. Et donc, c'est effectivement là qu'il y a un potentiel impact sur le pays d'origine. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment donc le pays qui exporte qui décide les produits qui seraient utilisés. Et ça, les exportateurs peuvent utiliser les produits qui sont homologués par leurs autorités compétentes. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un produit qui est autorisé sur les légumes feuilles contre la mouche blanche, vous êtes autorisé de l'utiliser. Ce qui va être vérifié à l'arrivée de l'Union européenne, ça sera est-ce qu'il reste des résidus de pesticides sur sur ces légumes feuilles et est-ce que les ravageurs ont disparu. Ensuite, dans les brochures qu'on vous a partagées ici, il y a justement, comme le disait Alice, des listes de produits qu'on a pu identifier comme étant efficaces. Ça regroupe à la fois des produits qui sont chimiques, donc des produits de synthèse, et des produits bio. Et dans la plupart des cas, quand on a des brochures spécifiques pour les pays, Alice a mentionné 6 pays, on a essayé aussi de mentionner si les produits sont actuellement, comme on voit à l'écran ici, ou homologués ou pas en Union européenne. Donc, ce qui sera toujours important à voir, c'est dans un premier temps, est-ce que le produit est potentiellement efficace contre la mouche blanche dans la liste? Est-ce qu'il est homologué dans mon pays? Et quelle est la limite maximale pour mon euh, marché cible? Sachant que l'Union européenne, par exemple, les États-Unis ou d'autres marchés que vous voudrez viser peuvent avoir des limites maximales différentes. Donc, il faudra vous intéresser à est-ce que j'ai bien respecté l'ensemble de ces éléments. Et en utilisant la base de données de protection des cultures, vous pouvez avoir toutes les informations, notamment sur quelle est la dose, quel est l'intervalle avant récolte que je dois respecter pour respecter les limites maximales Union européenne ainsi que la partie codex. Donc ça, c'était pour les produits homologués. Donc en tout cas, dans les brochures, il y a pas mal, il y a pas mal d'informations. Et ensuite, pour les évaluations et les inspections, donc au niveau de l'import, je pense que c'était la dernière question justement. Comment c'est vérifié au niveau de l'entrée dans l'Union européenne? Peut-être Marie-Hélène peut donner des informations un peu plus sur au niveau de l'échantillonnage à l'import, comment c'est contrôlé comment c'est inspecté, on va dire, au niveau des pays d'importation. Ok, merci Edouard. Donc, en quelques mots, quand les produits arrivent en Europe, il y a différents types d'inspections. Donc, il y a soit d'abord l'inspection documentaire, donc voir si tous les certificats, documents sont bien avec l'envoi. Il y a une inspection sur l'identité, vérification d'identité, que les documents correspondent bien à tout ce qui a réellement arrivé au port, par exemple. Et le troisième, c'est inspection physique. Ça a lieu seulement sur X% des cas.
Et pour évaluer le nombre de fréquences de contrôle vraiment physique, dont aller voir les feuilles, ouvrir X caisses de l'envoi pour vérifier s'il y a des mouches, des fruits, ça, c'est basé sur une approche basée sur le risque. Donc, si l'opérateur a déjà eu des notifications de non-conformité pour mouche blanche, par exemple, il y aura plus de probabilité qu'il y ait une inspection pour ces produits-là. Donc, tout dépend, donc l'opérateur et aussi le produit. Donc, si c'est un produit fort à risque, avec un opérateur fort à risque, il y a de fortes chances qu'il y ait une inspection physique et que donc les agents en frontière ouvrent certaines boîtes ou regardent dans les caisses les produits pour voir s'ils sont conformes ou pas. Voilà, j'espère répondre à la question. Merci Marie-Hélène. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on peut prendre Oui, je encore. voudrais, Ah, s'il vous plaît, Alice. oui, monsieur. Oui, je suis Tchekam Galani Eli, chef de poste de police phytosanitaire à l'aéroport international de Douala. Oui, C'est une structure du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. très bien. Hmm. Je voudrais poser deux questions. La première, je vous remercie d'abord pour les différentes présentations très, très édifiantes. Et c'est donc l'occasion pour moi de mieux comprendre la gestion des mouches blanches. Bon, ce que je voulais d'abord savoir, c'est à bien suivre les présentations et l'ensemble des brochures que vous avez présentées, que vous avez fait allusion, c'est que on applique peut-être pas une sorte d'approche systémique, mais on applique l'approche systémique. Donc, sur les mouches de pluie, depuis les mouches blanches, depuis les sites de production jusqu'au point de sortie. Un peu ce que nous faisons, ou la plupart des pays qui exportent la menthe vers l'Union européenne font. Et donc, je me pose la question, est-ce que c'est une exigence réglementaire de l'Union européenne? Si c'est dans ce cas, est-ce que ces exigences-là entraînent une autre, selon laquelle on doit peut-être élaborer un dossier technique communiqué à l'Union européenne avant d'effectuer les exportations des, des, des produits assujettis à la mouche blanche vers l'Union européenne, comme on le fait sur la menthe? Ça, c'est ma première question sur la réglementation de l'Union européenne. La deuxième, maintenant, c'est à mon confrère Gilbert. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'expérience du Togo. Je voulais également savoir s'ils ont une autre expérience sur la production biologique des légumes qui sont susceptibles d'être attaqués par les mouches blanches. Et s'ils ont cette expérience, quels sont les différents produits, pas chimiques, mais les produits biologiques qu'ils utilisent pour lutter contre cette mouche-là au niveau des sites de production? Merci. Merci monsieur. Marie-Hélène, peut-être pour la première question Oui, sur la réglementation, s'il te plaît. donc, en fait, pour la mangue, c'est un cas un peu spécial, comme pour d'autres cultures à risque. L'Union européenne a des exigences très particulières. Donc, pour la mangue liée à la mouche des fruits, là, il faut créer un dossier où il faut répondre à certaines conditions pour pouvoir exporter des mangues vers l'Union européenne. Ici, pour les légumes feuilles et Bemisia tabaci, la mouche blanche, ce n'est pas le cas. C'est juste l'organisme est mentionné comme organisme de quarantaine, donc il ne doit pas être présent, mais il n'y a pas de mesure spécifique. L'Union européenne ne dit pas vous devez avoir une approche systémique ou ça doit provenir d'une région indemne de cet organisme-là. Pas encore, en tout cas. Je suppose que si le risque grandit, donc, ils pourraient éventuellement changer la réglementation pour mettre des choses plus strictes. Mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas du tout, vu qu'on suit la réglementation et on n'a pas encore, on n'a pas l'impression que ça va arriver tout de suite. Voilà, on espère que non, en tout cas. Mais pour répondre à la seconde partie de la question, donc c'est un ensemble effectivement de mesures qui sont prises à différentes étapes de la production, de la conditionnement, etc. Donc c'est dans ce sens-là que la question était posée aussi, je pense, en parallèle avec la filièrement, avec une approche
qui se repose aussi sur différentes activités, un ensemble de mesures prises à différentes étapes. Donc, c'est effectivement ce type de mesures qui sont prises. Mais rien n'est stipulé, effectivement. Il n'y a pas de besoin de dossier comme c'est le cas comme l'amende. Merci Marie-Hélène pour la réponse à la question sur les produits, la production biologique. Je ne sais pas si c'est Monsieur Gilbert ou Édouard qui souhaitent prendre la parole à ce sujet-là, peut-être sur les produits disponibles et sur l'expérience. Ok, merci. Je pense que dans la présentation, on a quand même parlé de la lutte biologique. En fait, c'est pareil partout. C'est la même chose chez nous aussi pour les légumes produits d'une façon biologique. Le sol, on sait qu'il ne doit pas y avoir d'engrais chimiques ni des pesticides chimiques. Donc, c'est les produits à base de plantes. On a cité le Nîmes, on a cité l'ail. Ce sont ces produits-là que nous utilisons également. Il y a d'autres méthodologies de protection, les bonnes pratiques d'hygiène. Et nous savons que la mouche blanche a beaucoup de plantes d'hôtes. Il faut essayer de rendre propres les alentours du champ, essayer d'identifier les plantes sur lesquelles la mouche blanche peut se poser, les éloigner de ce champ-là. Cela permet quand même qu'on sorte des légumes produits biologiquement. Mais ces produits bio sont beaucoup plus consommés localement parce que la demande est forte. Je vais parler des cas des légumes. La demande est forte et au point où, pour l'exportation, ce n'est pas encore développé. Voilà. Euh, Ce sont des techniques pratiques de l'agriculture biologique qui sont également pratiquées, du fertilisant aux pesticides. Nous, nous-mêmes, en tant qu'exportateurs de légumes, ce n'est pas 100% production chimique qu'on fait. On associe également avec la production biologique parce que la mouche blanche a cette de la plante. On interdit même aux producteurs d'utiliser des pesticides chimiques. Et on adopte ces pesticides-là à base de piment, ail et du Nîmes. Il y a beaucoup d'huile du Nîmes chez nous ici, avec d'autres pesticides homologués au Togo, biologiques, qui sont faits à base de champignons cliniques là que nous utilisons pour mélanger ou en combinaison avec la production de légumes à l'exportation. Merci. Merci Merci. Gilbert. Je voulais juste compléter, effectivement, c'est tout à fait ça. Il y avait aussi donc le slide que Alice a mis juste maintenant à l'écran, qui remonte en fait les résultats des essais qui ont été menés par le Colide. Comme vous pouvez le voir, on a testé autant des produits chimiques que des produits bio. On a pu aussi travailler, il y a un essai qui n'est pas mentionné ici, mais sur le basilic, notamment au Kenya, avec un champignon. Et en fait, on voit des essais avec une efficacité qui fonctionne très bien, qui permet aussi de trouver des autres modes d'action ou des produits qui, des fois, permettent d'avoir des alternatives pour éviter la résistance des mouches blanches, puisqu'on sait très bien qu'il y a aussi le problème de résistance au niveau des produits chimiques. Donc, dans le cadre des essais qu'on a menés, on a pu trouver en tout cas des produits qui avaient une bonne efficacité également, même que ce soit des produits biologiques. Donc, merci. Je pense que ça répond à la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres questions en plus de l'audience? Je ne pense pas. Donc, s'il n'y a pas de dernière question, J'ai peut-être un je... dernier point que je voulais mentionner Oui, pour revenir sur le dossier également. Euh, Moi, je vous invite en tout cas, dans une des brochures, on a fait une brochure qui est plus axée sur la stratégie S'il vous plaît. au niveau national. Et je pense qu'il est important, même si un dossier n'est pas nécessaire, d'avoir vraiment cette coordination au niveau national ou régional, donc Oui, de vraiment développer vos procédures et vos protocoles. bien sûr. J'ai vu Monsieur Monsieur Aboué Antoine. voulait dire quelque chose? Il y a une intervention. Merci, Edouard, effectivement. Ok, C'est... c'est Abouy Antoine.
de la direction de la production végétale, Bénin. Bon, j'ai une préoccupation et c'est par rapport à la gestion des mouches blanches. Maintenant, je voudrais demander quels conseils avez-vous pour les maraîchers dans le cas de la prévention et de l'utilisation et de l'élimination des mouches blanches sans l'utilisation des produits chimiques et biopesticides? Alors oui, alors bon, sans rien du tout, c'est sûr que c'est compliqué, étant donné que, comme Alice l'a mentionné, c'est un ravageur qui a beaucoup d'hôtes, de plantes hôtes. Donc, contrairement à d'autres, on va dire, ravageurs où on peut mettre en place des rotations qui vont être très efficaces et qui permettraient justement de facilement contrôler le ravageur sans apport de produits. Il y a bien entendu les méthodes de piégeage. Et sinon, les méthodes de lutte, de contrôle avec des bioravageurs, de biocontrôle, donc, qui seraient par rapport à des lâchers de prédateurs. Ça, c'est les alternatives, on va dire, aux pesticides. Sinon, bien entendu, bah, il faudra toujours s'assurer de casser le cycle. Mais là, dans le cadre, en fait, finalement, des mouches blanches, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une nécessité d'une méthode intégrée qui va même plus loin, c'est-à-dire être sûr qu'on a finalement l'ensemble des contrôles. Ah oui, c'est vraiment, Alice a justement remis un certain nombre de techniques physiques, on va dire, et culturelles qui peuvent être mis en place. Donc le choix au début et d'avoir certaines cultures pièges peut être pertinent. Et puis, il y a aussi la partie post-récolte, c'est-à-dire le lavage en fait des légumes feuilles après la récolte, qui peut être une méthode aussi, et ça on le fait sans pesticides, ça peut être simplement notamment avec un nettoyage avec de l'eau. Mais dans ce cas-là, il faut bien s'assurer que on a un bac de trempage dont l'eau est renouvelée souvent, parce que sinon vous allez risquer de tremper vos légumes feuilles et de transférer d'un batch à l'autre. Donc oui, effectivement, Alice a rappelé aussi d'autres éléments ici. Donc on en a parlé déjà de la rotation des cultures, le choix des cultures, l'utilisation de cultures pièges si possible, c'est-à-dire des cultures qui seraient une alternative. Et donc je vous invite à regarder dans les brochures qu'est-ce qui est recommandé. Euh, ou alors des techniques, on va dire, plutôt avec ce qui est disponible, avec l'utilisation d'huile ou de savon pour pouvoir piéger en fait la mouche des fruits, la mouche blanche sans utiliser de produit. Je ferai aussi le dernier remarque par rapport à ça. Si on parle de décoction euh, locale, par exemple, si on utilise l'extrait d'ail, l'huile d'orange ou l'extrait de Nîmes. Je vous invite quand même, avant d'utiliser ces décoctions, de bien vous assurer qu'il n'y a pas de limite maximale de résidus qui est attaché à ces produits. Si on prend l'exemple du Nîmes, qui peut facilement être produit localement, sa substance active, l'azadiractine, a une LMR. Et donc, il faudra s'assurer qu'on ne dépasse pas cette LMR. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le cas, par exemple, pour un extrait d'ail. Merci, Edouard. Euh, je Voilà. pense, Il y a encore une question. je pense pas. Et en haut, Bruce, vous pouvez prendre la parole si... Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Bruce Nukes Kwasi. Je parle depuis la Côte d'Ivoire. Je suis agronome. Bon, je viens de vous entendre dire que les Nîmes ont une LMR. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut avoir l'information précise du LMR, des LMR des Nîmes et de d'autres produits naturels qui sont utilisés hors du chimique. Alors, Alice est en train justement de se connecter. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, il y a deux sources d'informations.
Soit vous allez sur la base de données de protection des cultures du COLID, et là, vous allez chercher azadiractine. Soit vous allez, là, Alice est allée directement sur la base de données des pesticides de l'Union européenne. Et donc, la substance D'accord. active, c'est l'azadiractine. Donc là, Alice a justement été affiché les limites maximales pour l'azadiractine. Et donc, vous pouvez voir D'accord. qu'en fait, en fonction de ce que vous avez comme produit à l'export, enfin, donc là, on peut voir par exemple pour les noix de cajou, la noix de coco, si on mettait le légume feuille, on pourrait aussi trouver directement en fait s'il y a, voilà, sur les épinards notamment, c'est 1 mg par kilogramme. Ah, d'accord. D'accord. Ok, merci pour les informations. Je pense que avec les différents liens qu'on aura reçus, je pense que si on arrive à avoir toutes les informations. Tout à fait. Et sur la base de données du Colide également, vous pouvez retrouver ces informations sur les LMR, également sur l'AI, etc. Ou alors même sur la base de données ici. On a mis le lien justement dans le chat. Ça vous permet de trouver les informations. Donc, n'hésitez pas à aller chercher si vous avez un doute dans cette base de données. Et si aucune LMR n'est nécessaire, ça sera écrit aucune LMR nécessaire. Je ne vois plus de main levée, plus de questions dans le chat. Je pense qu'on peut clôturer ici en remerciant encore Gilbert et les collègues du COLID pour leur participation et la présentation. On reste bien entendu à la disposition des personnes qui ont assisté pour des questions supplémentaires. N'hésitez pas à nous contacter. Et j'annonce déjà que ce webinaire sera suivi par d'autres webinaires sur d'autres sujets. Et le prochain devrait être sur le false coding mouse qui s'appelle en français, pardon, j'ai oublié, un coup de fatigue, qui est le faux carpocaps. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, merci beaucoup. On partagera donc, comme ça a été dit dans le chat, les présentations, l'enregistrement. Et on vous remercie encore pour votre participation. Ben, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Au revoir, merci.